Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée au patrimoine mondial africain. Nous en parlons avec deux invités, Monsieur Labounama Nata, qui est conseiller culturel, ancien conservateur du site Koutamakou et secrétaire général de la Commission nationale du patrimoine culturel. Et puis Monsieur Adama Aïkoué, directeur du patrimoine culturel au ministère togolais de la culture et du tourisme. Monsieur Nata, un pourcentage disproportionné des biens africains figure sur la liste du patrimoine en péril. Seulement 39%, il faut le préciser. Est-ce que le patrimoine africain jouit-il d'une sûreté? Oui, c'est... Est-ce que le patrimoine africain jouit d'une sûreté? Pas tellement. La menace aujourd'hui au niveau des sites patrimoniaux ne se ressent pas seulement sur l'Afrique, quand bien même la plupart des sites africains patrimoniaux sont menacés. Et donc les menaces sont diverses. Et donc nous avons celle-là qui est palpable, qui est visible, c'est la menace sécuritaire qui est là. Les conflits armés qui constituent pour l'Afrique actuellement, parce que un peu partout dans l'Afrique, il y a un regain de violence et donc nécessairement les sites patrimoniaux sont très menacés. Parce que quand on arrive, ce qu'on peut faire dans une localité, pour toucher justement à l'intimité de la communauté, c'est de détruire ce qui caractérise, ce qui est le symbole de cette communauté-là. Donc les guerres constituent déjà une grande menace pour les biens patrimoniaux au niveau africain. Alors, Monsieur Aïkoué, à part les guerres, quelle autre menace met en péril le patrimoine africain? Oui, pour voir l'impact de ces menaces, il faut voir d'abord la nature de ces biens. Le patrimoine mondial, quand il s'agit de la Convention de 72, c'est des biens naturels et culturels. Donc, il a si bien parlé des conflits, il y a aussi le changement climatique, puisque c'est des sites naturels, les inondations, il y a l'effet de l'homme, les effets anthropiques sur le patrimoine, l'impact même de l'homme sur la chose. Vous avez les inondations, vous avez comment je vais dire ça? Le réchauffement climatique, vous avez parlé. Le réchauffement climatique, j'allais parler de la sécheresse, j'allais parler de l'incendie. D'accord, il y a des incendies. Par exemple, les palais royaux d'Abomey ont été victimes d'incendies. Plusieurs fois. Donc, vous voyez un peu. Et puis, c'est aussi l'occasion de toucher du doigt un certain nombre de politiques. Un pays comme l'Algérie a refusé le tourisme de masse, en se disant que ce tourisme de masse impacte négativement les biens. Pour protéger les biens, il faudrait que les biens soient moins fréquentés, parce que la fréquentation aussi agit négativement sur les sites. Alors oui, Monsieur Aïkoué, alors on a parlé du Koutamakou qui a été inscrit il y a presque 20 ans aujourd'hui sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors le Togo, on le sait, est riche de sa diversité culturelle et artistique. Alors, le seul bébé que nous avons depuis presque 20 ans sur le site de l'UNESCO, s'il y avait d'autres à inscrire, qu'est-ce que nous pouvons brandir? Oui, je peux dire que le Koutamakou a eu le bac. D'accord. Donc, il y a des autres qui sont en terminale. Donc, ils sont 4, justement. 4. J'aimerais commencer par la partie septentrionale, les grottes de Nok et de Mamprouk. Je descends, j'arrive à Bassar, la métallurgie ancienne du fer de Bassar, ce qu'on appelle communément les hauts fourneaux, donc Bandjeli et autres. Et là, je m'approche un peu de Sokoré, la réserve de Malfa Kassa. Et puis je descends carrément à la côte, il y a l'agglomération Anehoglidi, qui est très composite.
D'accord. Donc il y a l'embouchure, il y a les forêts sacrées et tout ça. Le patrimoine bâti d'Aného, et voilà les 4 qui sont en terminale, qui ont déjà eu le bac 1. Le bac 1, c'est la liste indicative. L'UNESCO fait un premier choix. Donc pour inscrire des sites maintenant, il faudrait que, d'abord pour passer le bac, il faut avoir le bac 1. Donc nous avons ces 4 sites-là qui sont en passe d'être inscrits. Et le dossier de Bassar, la métallurgie ancienne de fer, est très avancé. Donc si on doit avoir un deuxième site, ça doit être... celui de Bassar. Celui de Bassar, les hauts-fourneaux. Aujourd'hui, justement, y a-t-il une politique nationale de conservation de ce patrimoine, de ces sites? De toute façon, cette politique, c'est la raison d'être d'une direction comme celle du patrimoine culturel, dont nous faisons le travail à la base. Pour collecter, pour inventorier, pour démocratiser l'accès à un certain nombre de documentation pour que le patrimoine togolais soit vivifié, irrigué, mis à la disposition du tourisme. Parce que vous savez, le tourisme ne peut pas exister sans le patrimoine. Les touristes ne viennent pas pour la beauté de nos hôtels. Ils ont déjà le luxe chez eux. Ils viennent pour consommer notre patrimoine culturel. Donc, nous avons 2 divisions à la direction du patrimoine culturel. Donc, il y a la division des cités monuments et du patrimoine immatériel, puis la division des musées et des activités éducatives. Donc, ces 2 divisions font un travail de terrain pour que le patrimoine togolais soit ce qu'il doit être véritablement. Voilà. Alors, Monsieur Nathan, nous avons parlé de ces sites, dont Koutamakou, qui est un peu le porte-étendard de la culture, du patrimoine togolais. Alors, quand il s'agit des communautés locales, comment est-ce qu'elles tirent profit de l'inscription d'un site comme Koutamakou au patrimoine mondial de l'UNESCO? On a l'impression que oui, quand ça arrive, les touristes viennent des 4 coins de la planète. Il y a, je ne sais pas quel gadget il faut acheter, mais est-ce que véritablement elles jouissent de cette inscription? Bon, je vais prendre le cas spécifique du Koutamakou que nous avons géré en tant que conservateur du site. Alors, les communautés locales, celles qui sont détentrices du bien, qu'elles tirent comme avantage de cette inscription? Nous avons évoqué tantôt l'arrivée des touristes. C'est vrai que pour le cas spécifique du Koutamakou, il y a des billets d'accès. Donc, vous payez pour accéder donc, au site. Mais et les populations elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles gagnent? Qu'est-ce qu'elles gagnent dans ça? Parce que les billets d'accès ne vont pas aux populations. Mais il faut reconnaître que parmi les touristes qui arrivent, tout le monde, certains de ces touristes-là, sont porteurs de projets. Et donc quand vous arrivez, vous allez constater que parmi ces touristes-là, il y en a qui sont sur place et qui, à travers leurs projets, font bénéficier d'un certain nombre de biens aux populations. Donc, je ne vais pas citer d'exemple pour ne pas faire de publicité. Bon, c'est le tourisme solidaire. Voilà, pour ne pas faire de publicité à chose. Donc, le tourisme solidaire, justement, est très développé donc, dans cette zone-là. Et cela permet aux communautés quand même de vivre donc un temps soit peu de ce classement-là. Les exemples sont là, parce que les ONG donc, sur place bénéficient donc, de l'appui de certains visiteurs. Et donc ça, c'est au bénéfice de ces populations-là qui sont sur le site. Voilà ce qu'on peut Alors oui, Monsieur Aïkoué, pour s'inscrire dans la pérennité et aider à la conservation et à la promotion de notre patrimoine, on évoque parfois la nécessité d'aller vers ce qu'on appelle le tourisme durable. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il implique? Qu'est-ce qui le caractérise? Oui, en fait, nous avons commencé par parler de patrimoine.
le patrimoine mondial sans mettre l'accent sur la transmission. Avant que ce patrimoine ne soit transmis, il faudrait qu'il soit dans un état. Donc cette durabilité, c'est d'en prendre soin pour que les générations futures puissent aussi en bénéficier. Prenez la plage. La plage a toujours existé. Mais si nous, aujourd'hui, on ne prend pas soin de notre plage, mais quelle plage nous allons léguer aux générations futures? C'est là toute la question. Donc l'impact de la consommation anthropique de l'homme doit être surveillé pour que nos sites ne se dégradent pas. C'est ce qui fait que parfois, je vais encore donner deux exemples, et les heures de fréquentation parfois sont réduites sur certains sites pour que même l'oxygène que nous respirons et le CO2 que nous sortons impacte négativement certains sites. Donc quand tout ça l'a étudié, on se dit, mais faisons attention, le développement durable, c'est dans le tourisme qu'il faut l'appliquer pour permettre aux sites de se renouveler. Après la Covid, mais l'exemple a été, mais les sites ont fleuri. Des sites se sont régénérés. Les sites qui n'ont plus été visités durant 2 ans ont recouvert une nouvelle jeunesse, parce que une cour de jouvence. La mobilité était réduite au niveau des populations. Tout à fait. Donc, on a besoin vraiment que ces sites-là soient conservés dans un état spécial pour qu'après 1000 ans, que ces sites-là existent toujours, soient sauvegardés. Donc, voilà. Alors oui, justement, quand on parle de la conservation, on a évoqué le bénéfice au niveau des populations locales. Et justement, la question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Aïkoué, quel rôle ces populations locales peuvent-elles jouer dans la préservation de ces patrimoines? Oui, on l'oublie souvent. Vous savez, le patrimoine appartient après tout aux communautés à la base. Ce n'est que l'État vient légiférer. Quand je prends la forêt sacrée de Baie, la forêt sacrée de Baie, au début, n'appartient pas à l'État. Donc, c'est des gens qui pratiquent une religion qui se sont dit, mais ayons une réserve où on ira puiser pour faire nos pratiques, etc. Donc, c'est après que l'État a légiféré. Donc, les communautés, ça rejoint le 3e critère du patrimoine, c'est l'appropriation collective. Il faudrait que les populations se retrouvent dans le patrimoine. Et c'est là où ils essayent de le protéger. Surtout que ce patrimoine-là était déjà au départ identitaire. Il faudrait que les populations à la base s'identifient à travers ce patrimoine-là, qu'ils se l'approprient pour pouvoir mieux sauvegarder cela, mieux en prendre soin et surtout le transférer aux générations futures. Donc c'est toute une chaîne. Monsieur Nata, vous avez parlé des menaces qui pèsent sur notre patrimoine mondial africain et l'une d'entre elles, ce sont les conflits. Et on se rappelle ce conflit qui a déchiré une partie d'un pays comme le Mali. Et en 2016, la CPI a reconnu, il s'appelle Ahmad Al-Madi, coupable de crimes de guerre pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre des monuments de Tombouctou au Mali. Quelle est la portée de cette criminalisation des atteintes au patrimoine culturel dans une Afrique en proie au conflit? Effectivement, vous le dites si bien. Vous voyez, la convention de 1954 est relative à la protection du patrimoine culturel en période de conflit. Et donc, chacune des conventions de l'UNESCO. Et l'UNESCO en a 6. Oui. Au passage. Donc, chacune des conventions de l'UNESCO a prévu des directives qui doivent être respectées. Et donc, en l'état, je crois qu'il revient à chaque État de se saisir de ce arsenal juridique-là pour sévir quand il y a menace. Voilà. Oui, Monsieur Aïkoué, vous vouliez dire quelque chose, un signal fort lorsqu'on criminalise les atteintes au patrimoine? Bon, il faut voir ce qui s'était passé le jour-là. Il y a la tombe de Kankamoussa qui avait été profanée. Il y a des mausolées qui avaient été détruits. Il y avait même une mosquée qui avait été complètement détruite.
Et là, il faudrait peut-être... des manuscrits emportés. Des manuscrits brûlés même. Donc, c'est comme vous le dites si bien, c'est un signal fort. Il ne faudrait pas que ce soit désormais, ce soit toujours les viols et tout ça là qui fassent partie des crimes de guerre. Donc, les crimes patrimoniaux aussi doivent désormais être punis. Et là, ça va décourager les prochains candidats qui seront appelés à détruire le patrimoine en temps de conflit. Alors, je vais revenir sur l'inscription des sites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Lorsque c'est effectif, est-ce que le pays peut en disposer comme il veut? Non. Non. Puisque le bien n'appartient plus au pays. Qu'est-ce que cela implique? Expliquez-nous. Oui, bon, c'est... Bon. Pour répondre à la question, j'aimerais évoquer le cas, par exemple, des villes inscrites. Une ville comme Grand-Bassam, inscrite sur la liste du patrimoine mondial. Mais les terrains ne seront pas vendus comme avant. Et les travaux de rénovation sur les bâtiments, ce ne serait plus comme avant. Une île comme Gorée, une île comme Saint-Louis, qui sont des îles inscrites sur la liste du patrimoine mondial. Donc, ça veut dire que le bien n'appartient pas à l'État exclusivement. C'est un bien qui a une valeur universelle et qui appartient à toute l'humanité. Donc, c'est là où il y a, comment dirais-je, toute la difficulté en réalité, il faut le dire. C'est là où il y a toute la difficulté. Puisque l'État ne pourra plus en disposer comme bon. Déjà, avec la Convention de 1972, il y a beaucoup de clauses, il y a beaucoup d'engagements, il y a beaucoup d'exigences. Il y a des missions qui viennent pour vérifier l'authenticité du bien, l'intégrité du bien. Attention. Et c'est là où les biens peuvent être déclassés. Le bien est inscrit sur la liste de biens en péril et puis le bien sera déclassé. Le bien perd son titre. Et là, ce n'est pas bon pour le tourisme. Donc, il y a une synergie, une parfaite intelligence entre l'État parti et l'UNESCO pour que le site-là ne perde pas son authenticité ni son intégrité, pour que le site soit inscrit pour toujours. Donc, voilà un peu ce que je veux dire. Oui, monsieur Nathan. L'inscription même d'un bien au patrimoine mondial donc, vient un peu, je dirais, suppléer un peu l'État dans sa quête de protection. Ça veut dire que le bien n'est plus seulement à la charge de l'État, le bien devient donc un bien de toute la communauté. De toute la communauté, de toute l'humanité. Justement, c'est comme une belle fille du quartier qui a eu la couronne de Miss Togo. Donc, elle n'appartient plus seulement à sa famille. Oui, monsieur Nathan, très rapidement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, quelle perspective pour le patrimoine africain? Très rapidement, en quelques secondes. Ouais, je dirais que le patrimoine africain, le patrimoine mondial africain est riche. Il est riche et varié. Et c'est de bonne guerre parce que l'Afrique est reconnue comme berceau de l'humanité. Et donc, ce patrimoine-là retrace un peu la culture, donc les paysages, les savoir-faire, le folklore donc de ces peuples-là. Un patrimoine très riche. Oui. Monsieur Adama Ikwe, votre mot de la fin? Et bon, là, je vous remercie pour l'opportunité. Merci. Et qui nous permet de parler du patrimoine togolais après tout, de parler du patrimoine mondial africain. Et nous aimerons peut-être revenir de temps en temps pour ces genres d'émissions, pour parler du patrimoine togolais. Ce sera avec plaisir. Tout à fait, merci. Merci à vous, Adama Ikwe, directeur du patrimoine culturel au ministère togolais de la culture et du tourisme. Merci à vous, Labounama Nata, conseiller culturel, ancien conservateur du site Koutamakou, secrétaire général de la Commission nationale du patrimoine culturel togolais. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.